Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Réunion à la Direction générale des infrastructures avec les Japonais en charge de la construction de l'échangeur du carrefour Védocor. C'était ce lundi le point dans cette édition. Vente à la sauvette du pain à certains carrefours des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Carole Olaye a fait le constat des risques encourus par ces vendeuses de pain qui se bousculent à longueur de journée derrière les véhicules. Et puis, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés ce mardi matin de toute charge par les juges de la Cour pénale internationale. Bienvenue à toutes et à tous. Réunion à la Direction générale des infrastructures avec les Japonais en charge de la construction de l'échangeur du carrefour Védocor. Objectif, s'enquérir de l'évolution du processus de construction. C'était ce lundi. On fait le point avec Carole Olaye. La construction de l'échangeur du carrefour Sika Toyota en face d'être une réalité. Pour une bonne réalisation de cette infrastructure, une séance de travail s'est tenue ce lundi 14 janvier entre les responsables à divers niveaux du ministère des Infrastructures et du Transport et les Japonais. Une rencontre qui a pour but d'aider la délégation japonaise à avoir des informations fiables dans le cadre des études qui précèdent le démarrage des travaux. Puisque en fait une étude, ça se base à une forte proportion sur les informations. Collecte de données. Les Japonais ne sont pas ici. Il nous revient, nous, administration routière et usagers de la route, de leur donner les informations qui leur sont utiles pour une bonne conception de cet échangeur-là. Et c'est à cela que je recommande au peuple béninois de bien vouloir se mettre à disposition de cette mission pour que d'ici quelques années, le problème de difficulté de circulation au niveau de cette partie de notre réseau soit conjugué au passé. Les données recueillies au cours de cette réunion seront prises en compte par une autre étude qui sera réalisée sur le terrain courant mai et juin 2019. Occasion pour Jacques Ayadji, directeur des infrastructures, de suggérer que ces différentes études prennent en compte également les ronds-points de Ruiho du stade de l'Amitié afin que le problème d'embouteillage ne demeure pas après la réalisation de cette infrastructure. La vente à la sauvette du pain à certains carrefours des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi est bien remarquable et cette manière de commercialiser le pain n'est pas sans risque. Carole Olaye a fait le constat des risques encourus par ces vendeuses de pain qui se bousculent à longueur de journée derrière les véhicules sur nos routes. Monique, la cinquantaine environ, est vendeuse de pain depuis 20 ans. Elle est la responsable des vendeuses de pain au carrefour Messinsinto, un village de l'arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme ses autres consoeurs, Monique brave les intempéries et risque sa vie au quotidien avant de gagner sa pitance quotidienne. Assises devant leurs étalages de pain divers, ces dames sont aidées dans leur commerce par des jeunes filles qui vont à l'assaut des véhicules qui marquent un arrêt au niveau du carrefour. Quand nous restons assises devant nos étalages, peu de personnes viennent acheter le pain. C'est pour cela que nous allons vers les clients. Nous le vendons à 125 alors qu'ailleurs c'est vendu à 100 francs. Ce n'est pas rentable. Devenues des vendeuses de pain à la sauvette à cause de la mévente, ces dames avec des exemplaires de pain à la main mettent leur vie en péril en courant derrière motos et véhicules avant d'écouler quelques unités de leurs produits. Une situation qui s'explique non seulement par la morosité économique qui sévit, mais aussi par l'inexistence d'un marché propre aux bonnes dames.
Nous connaissons la mévente. On s'endette pour persévérer dans le commerce. Depuis le matin, aucune d'entre nous n'a encore vendu 20 à 40 pains. Alors que si c'était auparavant sous d'autres régimes, on aurait dépassé la centaine. Nous demandons également que le délégué et le CA puissent plaider pour nous afin que la mairie nous construise un marché. En attendant que les cris de cœur de Dame Monique soient entendus par les autorités à divers niveaux de la commune d'Abomey-Calavi, ces dames continueront à faire l'impossible pour survivre. Et la vente des pains à la sauvette, quoique très risquée, reste pour le moment leur seule alternative. Les leaders politiques de la commune de Comé, aidés de quelques personnalités politiques du département du Mono, sont allés exposer samedi dernier le programme d'action du gouvernement aux populations de l'arrondissement d'Akodéha. Une manière pour eux de susciter l'adhésion massive de ces populations à la gouvernance du président Patrice Talon. À la quête d'une meilleure gouvernance administrative et politique de leur pays, les populations de l'arrondissement d'Akodéha dans la commune de Comé se sont fait particulièrement remarquer par leur détermination et leur engagement. Un long combat politique enfin récompensé par l'avènement de l'actuel gouvernement selon l'honorable Mathurin Nago qui ne trouve aucune raison qui puisse mettre les populations de cet arrondissement en marge du présent régime. Maintenant que nous avons enfin trouvé le régime de vérité, régime d'engagement, régime de patriotisme, régime de développement, celui-là que vous souhaitiez depuis des années, à travers votre engagement, à travers votre patriotisme. Maintenant que vous l'avez, vous ne pouvez plus rester en marge. Après avoir énuméré les réalisations à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, Jeanne Adambioko, leader politique et natif de la localité, estime que le moment est enfin venu pour que les populations d'Akodéha jouissent des fruits de leur combat politique. La reprise des microcrédits commence à impacter les populations à la base, en particulier la gente féminine. Pas moins de 400 milliards de francs CFA viennent d'être votés par nos députés pour le renforcement du volet social du programme d'action du gouvernement. Alors, chères sœurs et chers frères d'Akodéha, avons-nous des raisons de ne pas soutenir une telle vision du président Patrice Talon qui se traduit chaque jour par des actions concrètes planifiées dans le PAG? Certainement pas. À travers les représentants des jeunes, sages et notables d'Akodéha, les populations de cet arrondissement ont exprimé leur soutien au programme d'action du gouvernement. À l'Assemblée nationale, les députés ont autorisé en fin de semaine écoulée la ratification de l'accord de prêt entre le Bénin et le fonds OPEP dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Béréboué-Malanville long de 164 km et d'un montant de 13 milliards 200. Suivant le compte rendu de Aben Didier Rumpenoudi et Romaric de Vauchy. La Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale, appelée à présenter son rapport sur ce projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et le fonds OPEP dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Béréboué-Malanville, longue de 164,4 km, a laissé voir un intérêt pour notre pays à autoriser cette ratification. Ce projet permettra donc aux commissions Béréboué-Malanville de jouer pleinement son rôle de désenclavement du nord du Bénin et favorisera entre autres la sécurité routière et le confort des usagers, la réduction du coût d'exploitation des véhicules et du temps de parcours, l'optimisation des échanges commerciaux, la contribution au renforcement et à la modernisation du réseau routier, l'amélioration de la conductibilité du corridor des miroirs au niveau sous-régional, l'amélioration des conditions de vie des populations et enfin le renforcement de l'intégration régionale. Quelques députés sont intervenus pour apprécier cette réhabilitation, d'autres pour inviter le gouvernement à veiller au respect des normes et suivi dans la construction des infrastructures routières. Et dire que
le calvaire des populations, ce n'est pas seulement elle, mais c'est surtout, disons, un tronçon central sur le corridor Bénin-Niger et qui constitue le principal axe de relations commerciales entre notre pays et son hinterland. Et je pense mobiliser les financements pour assurer la reconstruction de cette route participe donc des actions que nous ne pouvons que saluer et louer de la part du gouvernement. La ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Marie-Odile Tanassor, représentant le gouvernement, a apporté quelques éclairages et rassure les honorables députés de l'attention que le gouvernement mettra à la réalisation de ces projets. Nous allons mettre à l'œuvre pour satisfaire la requête pour que toutes les zones soient pourvues des voies afin d'apporter les meilleures conditions de vie aux populations. Enfin, les députés ont autorisé le gouvernement à ratifier ce projet portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Bali entre le Bénin et le fonds OPEP dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Bérouboué-Malanville. Article 1er est autorisé la ratification par le président de la République de l'accord de prêt de montant de 24 millions de dollars US, soit 13 milliards 200 millions de francs CFA environ, dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Bérouboué-Malanville du corridor Cotonou-Niamey 169,4 km. Juste après cette ratification, les députés se sont attelés à l'examen des autres points à l'ordre du jour. Le gouvernement a également été autorisé par l'Assemblée nationale à ratifier l'accord de prêt signé le 12 novembre 2018 avec le Fonds africain de développement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin. On retrouve Amen Didier Mpenoudi. Les députés ont passé à examen ce projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 12 novembre 2018 entre le Bénin et le Fonds africain de développement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin. La commission du plan et équipement de l'Assemblée nationale a présenté son rapport qui montre bien l'intérêt pour notre pays de signer cet accord d'un montant de 3,822 milliards de francs CFA. Le programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin est un programme qui va contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive. Sa mise en œuvre permettra de mettre en place un cadre légal et réglementaire propice au développement d'un secteur privé structuré et créateur de valeur ajoutée. Ce programme renforcera à coup sûr la gouvernance du secteur de l'énergie et l'adéquation entre l'offre et la demande. Après quelques observations des députés et du président de l'Assemblée nationale, le projet de loi qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin a été soumis au vote puis adopté. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 janvier 2019 la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification par le président de la République du Bénin de l'accord de prêt signé à Cotonou le 12 novembre 2018 entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement pour un montant de 3,822 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Procuration pour? Merci. Contre? 0. Procuration contre? 0. Abstention? 0. Procuration abstention? 0. La loi numéro 2019-2 est adoptée.
Hors du Bénin à présent, l'ancien président Laurent Gbagbo a été et son allié Charles Blé Goudé acquittés de toute charge. La Cour pénale internationale a décidé de leur acquittement et de leur libération immédiate. Les deux étaient jugés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2011. En attendant l'avis du procureur, conformément aux dispositions des statuts de Rome, les partisans de Charles Blé Goudé manifestent déjà leur joie dans les rues d'Abidjan. Par majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement de la défense de toutes les charges retenues contre M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés. Au Sénégal, Macky Sall, candidat à sa réélection à la présidentielle de février prochain, inaugure la ligne TER, train express régional reliant Dakar à la ville nouvelle de Diamniadio, dont l'exploitation commerciale n'est toutefois pas attendue avant plusieurs mois. À Tiaroy, en banlieue de Dakar, les habitants qui ont été expropriés accueillent désormais favorablement le projet. Les compensations jugées d'abord insuffisantes ont été réévaluées. On écoute le président sénégalais et le président du collectif des impactés du TER. Ce TER fait partie des infrastructures de dernière génération du plan Sénégal émergent. Celle qui porte notre ambition de progrès, de bien-être et de modernité. À terme donc, le TER contribuera à décongestionner Dakar et ses environs, à réduire considérablement les embouteillages et la pollution due au trafic routier, à valoriser les zones traversées. On a négocié, on s'est battu en premier lieu et puis on s'est retrouvé dans une table de négociation avec les autorités. Ce que nous voulons que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, au moins accélère la procédure de viabilisation des sites. Voilà, c'est ce que nous réclamons aussi. Le Conseil constitutionnel sénégalais ne retient pas la candidature à l'élection présidentielle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ni celle de l'ex-ministre Karim Wade, tous deux frappés de condamnation judiciaire. Une décision que leurs partisans respectifs peinent à comprendre. Considérer que Khalifa Ababacar Sall n'est pas électeur et pour cette raison en tirer conséquence qu'il ne peut pas être candidat à cette élection, relève purement et simplement de la forfaiture. Moi, je considère que le Conseil constitutionnel s'est fondé sur du faux pour aboutir à un mensonge judiciaire qui n'est donc pas une décision de justice. C'est un combat politique à mener parce qu'il nous faut comprendre dès à présent, et avec nous, tout le peuple sénégalais, qu'il est arrivé le moment pour mettre un terme aux forfaitures de Macky Sall. Une simple chambre au menu, c'est le plus beau foyer que Saliou ait connu. À arriver à Marseille après avoir fui son pays, cet orphelin gambien de 16 ans occupe un bâtiment du diocèse, symbole des difficultés rencontrées par les mineurs étrangers dans la ville. Reportage. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est des hommes comme vous, on est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une geôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal.
Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, et qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département dit faire au mieux avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique et collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. Arrière-petit-fils de juifs allemands assassinés pendant l'Holocauste, le Britannique Simon Wallfisch a décidé de devenir allemand à cause du Brexit. Une fois par mois depuis plus d'1 an et demi, ce musicien manifeste son opposition à la sortie de l'Union européenne devant le Parlement britannique à Londres. Mais au lieu d'agiter un drapeau européen ou une pancarte comme d'autres, c'est violoncelle en main coiffé d'une perruque blanche à la Mozart qu'il se fait entendre. De ses origines allemandes, Simon Wallfisch a hérité d'un amour pour l'opéra et les symphonies de Beethoven. Et si ce père de famille joue régulièrement l'hymne de l'Union européenne devant le Parlement britannique, c'est parce que le Brexit a fait remonter des souvenirs de famille douloureux. Descendant de réfugiés juifs qui ont fui le nazisme dans les années 30, il s'est vu contraint de demander la nationalité allemande pour pouvoir conserver un passeport européen. J'ai dû utiliser une tragédie familiale pour assurer mon futur et celui de ma famille. Ce que cela va signifier pour nous, je n'en sais rien. Nous ne voulons pas aller en Allemagne, mais au moins, avec un passeport allemand, nous pourrions déménager aux Pays-Bas ou en France ou dans n'importe quel pays européen. Comme lui, de nombreux Britanniques ont eu recours à une clause de la Constitution allemande qui permet aux descendants de victimes du nazisme de récupérer la nationalité que leur avait retirée le Troisième Reich. S'ils n'étaient que 43 à avoir fait une telle demande en 2015, plus de 1600 Britanniques ont lancé la procédure en 2017. J'ai décidé de demander la nationalité allemande le jour du résultat du référendum. Je me suis dit, j'en ai assez de ces bêtises. Ma vie et celle de mes enfants ne vont pas être détruites par ça. Au-delà du Brexit, certains descendants de réfugiés juifs voient également dans cette demande de nationalité un geste fort envers le pays de leurs ancêtres. Je n'ai pas spécialement fait cette demande de nationalité pour avoir un passeport, mais pour exprimer quelque chose envers l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, mais à ma connaissance, il n'existe aucun pays qui a réussi à se regarder dans le miroir et à rejeter tout ce qu'il a fait dans le passé. C'est tout simplement extraordinaire. À l'approche de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit pousse ainsi de nombreux Britanniques à se pencher sur leurs origines, avec l'espoir peut-être de refermer certaines plaies vieilles de 70 ans. Et puis, durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise au Moyen-Orient et en Italie a pu compter sur un soldat atypique. Il s'agit du caporal Narebski, un ours orphelin qui a fait de sa compagnie une deuxième famille. Narebski, 93 ans, ancien soldat de la 22e compagnie d'artillerie, est le dernier témoin vivant de cette amitié. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise pouvait compter sur un soldat de taille. Prénommé Wojtek, cet ours brun de Syrie était orphelin lorsqu'il a été recueilli en Iran par des Polonais et intégré plus tard à la 22e compagnie d'artillerie de l'armée du général Anders. Wojciech Naremski, aujourd'hui âgé de 93 ans et dernier survivant de cette compagnie, a côtoyé l'ours pendant 2 ans et demi.
Comme il était très fort, il était capable de porter à lui tout seul une caisse d'ammunition que nous devions normalement porter à 4. L'ours Wojtek a suivi les soldats polonais dans leur périple à travers le Moyen-Orient, l'Italie et enfin l'Écosse. Traité comme un vrai soldat, il touchait une solde, recevait des rations alimentaires et a même obtenu le grade de caporal. S'il n'a jamais combattu l'ennemi, il était en revanche un excellent partenaire d'entraînement pour ses collègues. S'il gagnait le combat, Wojtek léchait toujours le visage du soldat battu, allongé sur le dos, comme s'il voulait s'excuser de l'avoir maltraité. En servant dans l'armée, l'ours s'est lié d'une réelle amitié avec les soldats jusqu'à adopter leur manière, fumer, ou plutôt avaler, des cigarettes allumées et boire de la bière. Quand quelqu'un buvait à côté de lui, il lui faisait signe de la patte de lui en donner. Si on lui tendait une canette fermée, il faisait un trou dedans avec une griffe et il buvait. Après la guerre, Wojtek a fini ses jours dans un zoo écossais où il a vécu jusqu'en 1963. Un film d'animation pour raconter son histoire devrait sortir en 2020. En attendant, c'est Wojciech Naremski qui la raconte aux jeunes générations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.